Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresses.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Ce dessert est un vrai poème. Cette phrase vous rappelle quelque chose? De tout temps, la poésie et la gastronomie ont toujours fait bon ménage. Le livre de Nathalie Brigot-Ngoum, mon invitée dans cet épisode, en est un très bel exemple. Dans son premier livre, intitulé Mon imprécis de cuisine, elle offre au lecteur un voyage vers le monde merveilleux des plaisirs de la bouche et de la poésie en terre africaine. Ce livre est d'abord une belle œuvre artistique de par sa forme. Ce sont aussi de nombreuses recettes à base de produits du terroir d'Afrique subsaharienne pour vos petits déjeuners et brunch faciles à réaliser. C'est enfin un hommage poétique aux amours de Nathalie, sa famille et la gastronomie. Ingénieure en marketing et commercial, elle est aussi animée par la transmission du savoir-faire culinaire africain ancestral. Dans cet épisode, elle partage ses motivations derrière son livre poétique et gourmand, Mon imprécis de cuisine, sa vision sur la richesse culinaire africaine et raconte son parcours de création et aussi son aventure dans l'auto-édition. Très bonne écoute en compagnie de Nathalie Brigot-Ngoum. Bonjour Nathalie Brigot-Ngoum. Bonjour Assel. Comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Je vais très très bien, enfin un peu moins bien que d'habitude parce que là, on est en plein été, il y a des allergies, donc je suis sensible à ça. Mais sinon, ça va très bien. Donc, Nathalie, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast Le Salon du Livre. Et j'espère que tu passeras un bon moment avec moi et avec nos éditeurs aussi. J'en suis sûre. Surtout merci de m'avoir invitée. Ça me fait vraiment plaisir et ça me touche. Alors, Nathalie, je t'ai invitée pour qu'on parle de ton dernier livre, qui est intitulé Mon imprécis de cuisine. Alors aujourd'hui, on va faire un voyage dans le monde de la gastronomie et de la poésie, deux choses qui se marient très bien. Mais avant d'aller faire ce voyage-là, je voudrais connaître un peu mieux savoir un peu mieux qui est Nathalie. Nathalie, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Mais en quelques phrases, je m'appelle Nathalie Ngoum, épouse Brigot. Je suis originaire du Cameroun. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Un garçon et une fille, Candice et Lucas. Je vis en France depuis près de 23 ans. Voilà, j'aime cuisiner, j'aime écrire. Voilà. D'où te vient ta passion pour la cuisine déjà et ensuite pour l'écriture? Alors, la passion pour la cuisine me vient à la fois de ma maman qui cuisinait vraiment beaucoup et de la curiosité. Parce que j'ai grandi au Cameroun, je suis arrivée en France adulte. J'ai grandi au Cameroun et je trouvais qu'on avait beaucoup de choses, beaucoup de nourriture. Donc, tous ces produits m'ont toujours fascinée. Donc, j'ai toujours pensé, j'ai toujours essayé, j'ai toujours voulu les marier entre eux. Voilà. Donc, là, c'était la curiosité, la richesse des produits et ma maman qui cuisinait beaucoup. Donc, ça, c'est comme ça que me vient le goût de la cuisine. Oui. Et celui de l'écriture, tu le tiens de qui? De ta maman aussi? Alors, celui de l'écriture, je pense un peu plus de mon père, qui n'écrivait pas beaucoup, mais qui lisait beaucoup. Parce que je pense qu'écriture et lecture sont étroitement liées. Je lis un peu moins aujourd'hui, je vais recommencer,
Oui, je dis souvent que je vis sur mes acquis, en fait. Je lis, ça fait longtemps que je ne lis pas, ça fait même des années que je ne lis pas, mais j'ai beaucoup lu, mais alors Oui, vraiment beaucoup. Dès oui. que j'ai su lire, très très jeune, j'ai su lire, peut-être, du moins, j'ai su parler tôt, donc lire aussi très très tôt, j'ai beaucoup lu, parce que mon père, il aimait la lecture, et puis je pense aussi que l'écriture, parce qu'on parle de l'écriture, c'était quelque chose qu'on pouvait faire toute seule, je parle d'une fille comme moi, parce que dès qu'on savait tenir un stylo et une feuille, on pouvait écrire dans son coin. Mhm. La cuisine, c'était un peu plus, pas compliqué, mais il fallait quand même avoir un certain âge pour qu'on te laisse toucher au couteau, toucher au feu. Mais pour l'écriture, ben, tu pouvais rester dans ton coin et écrire. Et j'ai Mhm. toujours été d'une sensibilité qui voulait mettre sur papier ce qui se passait sur les guerres, les conflits, les tristesses, les joies, tout ce que je ressentais, tout ce que je voyais. Donc j'ai toujours aimé le mettre sur papier, très tôt. Mhm. Mhm. Et ton livre, dont le titre est, je rappelle, Mon imprécis de cuisine, c'est déjà, c'est un très beau livre, Merci, merci beaucoup. artistiquement, hein, les images, les couleurs, c'est un très, très beau livre et fait vraiment, on sent qu'il y a beaucoup d'amour et d'attention aux détails. Ça, on le ressent hein, quand on tient le livre. C'est une vraie œuvre d'art, ton livre. Et c'est un recueil de poèmes et de recettes pour la boulangerie, pour la pâtisserie, pour des boissons. Donc, un peu tout ce qu'on peut avoir dans un brunch, dans un petit déjeuner. Et je vais commencer par le titre, hein, le titre du livre. Mon imprécis de cuisine. D'habitude, on trouve des précis de cuisine. Et pourquoi imprécis de cuisine? Peut-être que quand on trouve des précis de cuisine, c'est des gens, voilà, qui sont peut-être dans la certitude absolue de ce qu'ils sont en train de dire. Moi, mon imprécis, ok, c'est écrit imprécis, mais il faut quand même souligner que Oui, c'est légèrement barré. Le 1, légèrement barré. voilà, le 1 IM est légèrement barré, mais pas Voilà. totalement. Pas totalement. Pas Oui. totalement. Pourquoi? Parce que c'était une façon aussi de dire que d'imprécision en essai, en test, en petites touches, je suis arrivée à une précision. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, mais justement, j'espère que les recettes ne sont pas imprécises. J'ai dit non, elles sont précises. Après, bon, ça peut dépendre des fours, ça peut dépendre du tour de main, ça peut dépendre de plein de choses. Mais elles sont précises, elles ont été tester. Au-delà du test même, c'est des recettes que je réalise régulièrement à la maison, soit seule, soit avec mes enfants, soit lors de quelques prestations que je fais. Donc, c'était une façon de dire que quand j'ai fait ce livre, je n'avais pas de modèle en fait. Je ne pouvais pas dire que j'avais vu quelque part un pain avec la farine de blé T65, avec du mil, j'avais vu ça nulle part. Donc, ce sont mes petites créations culinaires que j'ai mises dans un livre. Oui. Dans le livre, on trouve des choses, franchement, que je n'ai jamais vues nulle part. On trouve aussi des adaptations de recettes très connues, comme par exemple le Paris-Brest, qui était un des piliers de la pâtisserie française, et que j'ai repris, ce pilier que j'ai repris avec de la farine d'igname et de manioc, et à la place de la crème classique, j'ai fait de la crème de banane plantain, parce que c'est aussi un produit qui me fascine de par sa versatilité. Donc, il y a des madeleines de manioc, des madeleines de mil, ok, mais j'avais pas vu ça quelque part, sans compter d'autres recettes. Alors, voilà. En fait, cette forme, c'est peut-être trop d'humilité. Certains m'ont dit non, c'est pas de l'humilité, c'est tout simplement la vérité. Oui. C'est des choses que j'ai essayées. Et aujourd'hui, elles sont précises parce qu'elles sont dans le livre, mais je laisse imprécis et le fait de barrer légèrement pour souligner le cheminement qui était le mien pour arriver à ce livre.
Mhm. Ben, là, on voit l'empreinte de la poétesse, hein, parce Ah, que oui, ah oui, peut-être que tu l'as fait sans t'en rendre compte, mais avoir, comment dire, la créativité dans le titre, déjà dès le titre, et même dans l'image du titre, ça a quelque chose de poétique, hein, ça a quelque chose de poétique. Et ce n'est pas pour rien qu'on n'est pas surpris quand on ouvre le livre et on voit qu'il y a des poèmes dans ce livre, de très beaux poèmes. Alors, concernant la poésie, est-ce que ça a toujours été ton genre littéraire de prédilection depuis que tu te testes à l'écriture? à mon grande dame, parce que franchement, je pense que et moi-même, et je pense les gens de mon entourage, on a toujours attendu que j'écrive un roman, parce que j'adore écrire. Oui. Et à part deux ou trois textes que j'ai perdus, qui racontaient, par exemple, mon voyage quand j'ai quitté Douala pour la première fois pour aller à Yaoundé en vacances, quand j'ai eu mon bac, j'étais fascinée. Donc, j'ai écrit vraiment d'un trait pendant tout le long du voyage. J'ai écrit plein de choses que je ne retrouve pas. C'est Je continue à les dommage. chercher. C'est Peut-être dommage. que ça aurait pu être un roman, et encore, j'en suis pas sûre. Oui. Chaque fois que je prends la plume pour parler de quelque chose, honnêtement, même, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça se coupe, ça se coupe tout seul. On dirait qu'il y a quelqu'un dans ma tête qui fait que ça s'arrête à tel endroit. Ça devient en fait comme un poème, presque comme une chanson. Mhm. J'aurais bien aimé des choses plus linéaires. Mais c'est pas non plus une mauvaise chose, hein. Je veux dire, il faut accepter son inspiration et sa créativité comme elle vient, je pense, hein. Oui, je suis d'accord, j'accepte. J'ai beaucoup de chance de pouvoir parfois être touchée par quelque chose de telle sorte que je prends une feuille et un stylo et que en, comment je peux dire, en 5 minutes, j'écrive quelque chose. C'est Mhm. très bien. Mhm. Mais c'est vrai que des fois, peut-être que ça passera, hein. Des fois, je me dis, pourquoi je peux pas raconter une histoire comme les gens racontent. Le lendemain, il a fait ceci. Hier, ceci s'est passé. Vraiment, quelque chose de linéaire, raconter normal. Mais qu'est-ce que la normalité en fin de compte? Exactement. Qu'est-ce que la normalité? Ben voilà, ben voilà. Alors, Je ne suis pas placée pour ça, d'ailleurs. ben voilà. Donc, moi, quand je lisais, je me posais la question de savoir si ce sont certaines recettes qui ont inspiré les textes poétiques ou si c'est l'inverse, s'il y a des textes qui ont inspiré des recettes. Alors, il faut préciser qu'il y a, disons, comment je peux dire, deux sortes de poèmes là, je peux dire trois. Mhm. Il y a des poèmes sur la nourriture, des produits, sur la cuisine ou la boulangerie. Mhm. Il y a des poèmes beaucoup sur ma maman, parce que c'était un lien particulier qu'on avait et je pense que j'ai été terrassée quand elle est décédée. Mhm. Et l'écriture m'a permis de remonter la pente. Oui. Et puis, je crois qu'il y a un poème qui est presque tout seul, qui est venu quand il y a eu un problème avec George Floyd aux États-Unis. Ça, c'est vraiment encore à part. Oui. Même si, voilà, si ça me touchait, mais c'est encore à part. Mhm. Pour ce qui concerne les poèmes qui parlent de nourriture, je pense que, en fait, tout se mélange. Il y a des moments où je me dis, il y a un poème, je pense, qui concerne la mandarine ou la clémentine et euh, une patate douce. Mhm. En fait, ils étaient dans un panier, les deux. Ouais, ils Oui. étaient dans un panier, les deux. Je les regardais et puis, je sais pas, j'avais l'impression que je pouvais faire une belle noce avec les deux. Je sais Oui. pas, c'est comme ça. Donc, je pense que mes enfants sont habitués, mon mari est habitué. Il faut pas chercher. Moi, je ne cherche plus à comprendre. Donc, voilà, franchement, je les voyais, j'avais l'impression de voir des mariés, j'avais des idées, des images dans ma tête. Oui. Donc, il a fallu que tout de suite, j'aille cuisiner. Et là, quand c'est comme ça, il faut même pas m'embêter, il faut pas me
me parler d'autres choses. Il faut que ça se fasse. Oui, oui. Et puis, c'est venu au fur et à mesure que j'étais en train de cuisiner. Mais déjà, j'avais eu comme un flash en les voyant ensemble. Et après, c'est arrivé tout seul. Oui. Donc, il y a des moments où je pense que c'est rarement un poème qui vient d'abord. OK. Je pense que c'est quand je vois un produit, je vois par exemple cette banane, il y a une banane devant moi qui est aussi moi. La vie avec toi doit être formidable. C'est un feu d'artifice, quoi. Je pense qu'ils en prennent leur parti. Et ça ne doit pas trop leur déplaire parce que, je sais pas, moi, par exemple, quand ma fille me dit « Maman, tu m'amuses », moi, ce n'est pas une insulte pour moi. Oui. Il y a des gens, peut-être, ça ne leur plairait pas. Mais je comprends ce qu'elle veut dire. Oui. Je comprends ce qu'elle veut dire. Oui. Elle me dit « On ne s'ennuie pas avec toi ». Ah, mais c'est formidable. Peut-être que ce n'est pas un compliment pour d'autres. Moi, je suis contente. Oui. Franchement, je suis contente parce que je me dis, mince, elle aura des souvenirs quand je ne serai plus là. Absolument. Parce que je m'amusais tellement avec ma mère que des anecdotes à raconter. Ça me plaît. Voilà. Oui. Je trouve ça vraiment formidable. Alors, dis-moi. Oui. Tu utilises beaucoup de produits du terroir africain en général et camerounais en particulier. Donc, dans les boulangeries, on a beaucoup de farine de manioc, d'igname, donc des choses dans le livre. Oui. Ok, d'accord. Oui. Non, parce que tu rentres dans les boulangeries, j'ai cru en général. Non. Je veux dire dans les recettes concernant les produits pour la boulangerie. Oui. D'accord. D'où te vient cette passion pour les produits venant de nos terroirs africains? Et j'en ai découvert que je connaissais pas, hein, des épices, des super aliments aussi, hein, comme le baobab, je connaissais déjà. Donc il y a vraiment, mais c'est d'une richesse incroyable. Et aussi, comment on peut les utiliser au quotidien. C'est des petites choses qu'on peut faire rapidement, qui sont saines, qui ont, je le rappelle, il y a beaucoup de recettes végétales et sans gluten, ce qui est très important pour les gens qui sont allergiques aussi. Hein. Donc, d'où te vient cet attachement pour les produits du terroir? Je dis souvent, et je n'exagère pas, j'ai même fait un texte dernièrement, les gens m'ont félicité, mais je crois que certains n'ont pas lu ce que j'écrivais, me disant « Oh, c'est bien de te voir heureuse ». J'ai dit que j'étais amoureuse, je parlais des produits en fait. Oui. Les gens cru que je parlais de mon mari, mais bon, passons. Parce que le titre, c'était « Je suis amoureuse, irrévocablement amoureuse ». Je parlais des produits. Oui. Et les gens ont vu amour, ils ont fait un lien tout de suite avec... Comme parfois sur les réseaux sociaux, les gens regardent peut-être le titre, et puis du coup, on veut l'encourager de mettre un j'aime, mais en fait, quelqu'un n'a pas lu. Les gens n'ont pas lu. Certains n'ont pas lu. Donc, j'ai toujours été, je pense que je l'ai dit au départ, fascinée par nos produits, par la richesse de ce qu'on avait. Je parle souvent de mon grand-père pêcheur, mais de l'autre côté, mon grand-père paternel pêcheur, mais ma grand-mère maternelle, on n'habitait pas loin d'elle. Non, ma grand-mère paternelle, on n'habitait pas loin d'elle. Elle avait aussi des champs. Donc, juste à côté de la maison, manioc, patates douces. Voilà, elle allait dans son champ prendre des choses. Elle était en pleine ville, hein. Bonaberry, c'est une ville. Oui. Et ma grand-mère et mon grand-père maternel avaient aussi des champs. Ma grand-mère maternelle venait régulièrement chez nous avec ce qu'on appelle, certains appellent ça le foufou, d'autres le koum-koum. C'est-à-dire, c'est le manioc fermenté qu'on a transformé et séché. Des fois, il y avait de grosses boules comme ça, d'autres fois, c'était déjà complètement écrasé. Oui. Voilà, elle apportait ce genre de choses. Moi, ça m'a toujours complètement fascinée. Et on les mangeait, on mangeait dans ce foufou avec la sauce de gombo, la sauce d'arachide. Et moi, je me suis toujours demandé, mais c'est blanc comme la farine de blé. Pourquoi on cantonne ça à telle façon de cuisiner? Oui. Donc, j'ai toujours, je ne sais pas, certains vont dire l'esprit de curiosité, des fois mon mari dit l'esprit de contradiction. Donc, quand on fait une chose d'une certaine façon,
je crois que j'ai tendance à dire, mais pourquoi on ne peut pas faire autrement? Pourquoi? Qui a dit, c'était ça ma phrase quand j'étais petite, qui a dit que on devait seulement faire ça comme ça? Donc, j'essayais des choses. J'essayais. C'est très, très, très intéressant parce que je dois dire qu'en t'écoutant, même le livre que tu as fait, c'est comme si tu as posé la question avant de le faire. Qui a dit que je ne pouvais pas le faire? Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire ça comme ça? C'est pas courant hein, qu'on voit un tel livre dans le domaine de la gastronomie avec la poésie. Je voudrais comprendre un peu quel est le processus. C'est vrai, tu as cette passion déjà pour l'écriture, pour la lecture, pour la gastronomie, mais une fois que tu as la passion, ça ne veut pas dire qu'automatiquement on aboutit à un livre. Hein. Donc, non. Donc, je suppose qu'un jour tu t'es demandé, mais qui a dit que Qui a dit que alors, je ne veux pas écrire avant d'arriver au livre, d'arriver au livre, qui a dit que, il faut dire que j'ai un blog depuis 6 ans. Exactement, qui s'appelle envoleegourmande.com. Oui. Au pluriel. Et oui. Et quand on a un blog, en général, hein, on écrit. Il y a plusieurs types de blogs. Peut-être d'autres personnes, c'est l'écriture, d'autres personnes, c'est peut-être que des photos. Dans un blog, en général, culinaire, il y a des recettes, oui. Il y a des photos. Oui. Donc, moi, dans mon blog, il y a des recettes, mais avant la recette, je tenais toujours à poser un cadre, à expliquer le contexte, à dire pourquoi j'ai pris telle recette, est-ce que c'est une recette traditionnelle, est-ce que c'est une recette que ma mère fait ou faisait, parce que je cuisine de plus en plus des choses qu'elle cuisinait, que je ne faisais pas quand elle était avec nous, parce que ma mère vendait de la nourriture, à un moment vraiment beaucoup. Et déjà, quand j'ai lancé mon blog, ce qui n'est pas courant chez nous en termes de nourriture, je précise, on avait l'impression que je sortais tous les secrets de la cuisine. Il fallait déjà que je rassure ma mère. Voilà. Donc, j'avais décidé de ne pas mettre vraiment de recettes traditionnelles dans certaines recettes qu'elle vendait. C'est depuis qu'elle est décédée que je parle de plus en plus de ces recettes-là, parce que je suis dans une urgence de transmission, une urgence d'héritage, parce qu'elle connaissait tellement de choses, on avait tellement de projets, et là, elle est décédée, que je me dis, mince, pour le peu que je sais que j'ai envie de transmettre, si moi aussi je décède aujourd'hui, j'ai envie que ça reste. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai déjà un blog, je l'ai toujours, je le garderai, mais je pense que je voulais aller au-delà du blog. Parce que j'ai, par exemple, ma belle-mère qui aime bien ce que je fais, qui allait dans mon blog, qui a invité ses amis là-dedans, mais certains n'ont plus d'ordinateur, ça les intéresse pour plein de raisons, mais c'est des femmes qui sont férues de lecture. Oui. Mon père, il lit, mon père n'a pas un ordinateur. Oui. Ce n'est pas seulement une question d'âge. Moi, je connais des gens très jeunes qui reviennent à la lecture. Oui. Donc, je suis une personne qui s'est fait connaître par les réseaux sociaux, mais qui a une vraie appétence pour le livre et dont le rêve plus secret que ça était d'avoir, quand elle serait grande, devant elle un tas de livres comme ça et de faire des dédicaces. Donc ça, c'est une image que tu avais déjà dans ta tête, claire et nette. Moi, j'ai peur, j'ai trop d'images, moi. Des fois, mes propres images me font peur. Non, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle ne reste pas que des images chez toi. C'est-à-dire que tu te donnes les moyens avec ta passion, avec ta folie, comme tu le disais, et ça produit de très, très belles choses. Et je suis bien entourée, il faut aussi que je le dise, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, même si on en a envie, si on n'a pas, honnêtement, les parents, les frères, le mari, les enfants, la sœur, tout ça, que j'ai. Et même la belle-mère que j'ai. Bah oui, absolument. Et aussi, j'aimerais un peu comprendre ton processus de publication, parce que ça aussi,
on ne peut pas produire une telle œuvre artistique, moi je la considère comme telle, on ne peut pas le faire si on n'est pas entouré par des professionnels. Donc, on a certes une très belle idée, mais comment on fait? On commence par où? Alors, comment on fait? J'avoue que au départ, je voulais réaliser des choses dans le classicisme, c'est-à-dire j'ai mon idée, je contacte une maison d'édition et puis et on voit ce qui se passe, puisqu'il paraît que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, je suis allée sur Internet, je vais être très claire, j'ai tapé maison d'édition iconoclaste. J'ai pensé que pour me supporter ou pour comprendre ce que je veux faire, il fallait déjà être un peu barré. Donc, je pense que j'en ai... Je crois que j'ai jamais autant ri dans une interview, parce que là... Je pense que j'en ai vu 2. Je sais pas, il y a deux réponses. OK. Donc, j'ai appelé. J'ai dit que j'ai pas voulu rentrer trop dans les détails parce que j'entendais aussi des histoires du genre tu sais quand tu détailles trop, on te dit que non, on peut pas. Et puis 2 mois après, tu vois exactement ton idée sortir. J'entendais plein de trucs. Donc j'ai dit j'ai envie d'écrire. On me dit vous voulez écrire? Ah bon? Quoi? Je dis un livre qui va parler de plein de choses avec vraiment en toile de fond la richesse culinaire d'Afrique et puis sera un peu lyrique, peut-être un peu poétique, ou bref, quelque chose comme ça. Oh, d'accord. Après, on m'a dit, est-ce que vous pouvez nous faire un mail pour expliquer? Je ne voulais pas. Je crois que ça a commencé à me décourager, expliquer quoi, bon. Et la deuxième maison m'a dit, ça a l'air intéressant comme idée, mais notre catalogue est déjà complet pour cette année, donc appelez-nous l'année prochaine. J'ai dit, déjà, j'ai trouvé 2 maisons iconoclastes apparemment en France. C'est pas l'enthousiasme absolu, c'est un signe. Oui. On s'arrête là. Stop. J'ai fait ce que je devais faire. Personne ne viendra me reprocher. Pourquoi tu n'es pas allé voir les maisons d'édition? J'estime que j'en ai vu déjà. C'est bon. Et donc, tu dis, je le fais moi-même. Je vais aller jusqu'au bout. Voilà, je vais le faire moi-même. Je sais ce que je vais faire. Donc, je n'ai pas envie d'expliquer encore à quelqu'un ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais juste expliquer aux professionnels peut-être qui m'aideront à réaliser le produit ce que je veux faire. Point. Et tout le reste, je ne veux même pas enlever une virgule à ce que je pense, que je reste avec, comment dire, ou les approximations ou des erreurs ou quoi, c'est toujours moi, ça restera comme ça. Ça a voulu garder une certaine authenticité, en fait. Et je ne veux pas qu'on me pose des questions du genre, pourquoi vous ne vous concentrez pas sur un livre de cuisine ou pourquoi vous ne vous concentrez pas vraiment sur un recueil de poèmes? Je veux faire ce que je veux. Je ne sais pas qui va l'acheter, mais il trouvera son public. Et comme disait ma fille, s'il ne trouve pas son public, tandis le livre ne pourrit pas. Ben, c'est ça. Ça, c'est une très, très belle remarque. Le livre ne pourrit pas. Mais tu sais, moi, j'ai vu des livres qui sont sortis et 2-3 ans après, en fonction de l'actualité, ils ont explosé. Donc, si le livre ne marche pas, marcher entre guillemets vraiment, ne marche pas au moment où on le publie, il faut continuer. Il faut continuer. Le livre ne pourrit pas. J'aime beaucoup cette expression. Merci. Et puis, il y avait aussi, en fait, il y a plusieurs considérations, tellement de choses. Je vais te donner une autre considération, c'était, comment t'expliquer ça? J'estime qu'on a tellement de richesses dans nos pays d'Afrique et que nous-mêmes, on ne met pas souvent en avant. Pour nous, c'est normal. On mange de très belles choses, c'est bien, ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, le savoir-faire, le savoir-avoir ne suffit pas. Le faire savoir est hyper important. Donc, si quelqu'un, pendant que nous, on dort, voit toutes les richesses qu'on a et décide de publier un livre sur la banane, plantain, le manioc, tout le monde va dire que c'est un spécialiste. Ben oui. Alors que peut-être qu'il connaît ces choses depuis 2 semaines. Oui. Et il pourra dire ce qu'il veut dessus sans que personne ne dise le contraire. Et on va parler d'appropriation culturelle et de plein de choses.
mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous sommes en train de sortir? Oui. Parce qu'il y a tous des gens qui me disent, oui, j'attends ceci, oui, les maisons d'édition ont fait cela. Non, lance-toi, essaye. Reprenons le contrôle, en fait. Et j'ai dit, je me lance. Oui, et quand je t'écoute, je constate que tu considères la gastronomie africaine et camerounaise en particulier comme un vrai patrimoine culturel à défendre. Alors, c'est un vrai patrimoine culturel à défendre, mais je ne dis pas qu'on doit rester arc-bouté sur des choses sans peut-être les faire évoluer. C'est pas ça que je dis. J'explique toujours que je suis entre tradition et innovation. Oui. Tradition, pourquoi? Parce que il y a aussi cette manie de gens, soit ils ne connaissent pas, à un moment quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas, mais qui font comme si rien n'existait avant. Oui. Comme si ils sont en train je modernise la cuisine, je fais connaître ceci, alors que tu reprends la recette de ta grand-mère. Oui. Donc, rends déjà hommage à ta grand-mère. Tout à fait. Parce que parfois, nous-mêmes, à force de nous comporter comme ça, on donne le bâton pour nous faire battre. Donc, en clair, il n'y avait rien avant. C'est elle qui vient d'inventer telle chose. Non, il y a des techniques, il y a des savoir-faire, il y a des recettes peut-être qui sont orales, mais il y a des choses qui existent. Donc, il faut qu'on en parle. Ça, ce n'est pas un livre de recettes traditionnelles. Pas du tout. J'espère faire un livre de recettes traditionnelles. Mais comme je dis toujours, c'est très difficile de faire un livre de recettes traditionnelles parce que la tradition, c'est un patrimoine et ça peut même être identitaire. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un, par exemple, que le mbongo des Bassa, ça vient de l'Est Cameroun. Donc, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Exactement. Il faut aller chercher, il faut s'informer, il faut même s'entourer de gens qui savent. Il faut poser des questions. Quelqu'un ne va pas dire que le poulet Kedjenou, dont on parle parfois en Côte d'Ivoire, vient du Niger. Donc, il faut réfléchir avant de créer quoi que ce soit. Parce que ça va impacter même les générations futures. Et ça va impacter les gens d'aujourd'hui parce qu'ils se disent, ah, on suit cette fille, elle travaille assez bien, donc si elle le dit, c'est que c'est vrai. Alors que c'est peut-être complètement faux ce que tu es en train de raconter parce que tu n'as pas travaillé, parce que tu n'as pas cherché. Donc ça me prend un peu plus de temps parce que c'est des choses sensibles, les nourritures traditionnelles. Elles existent. Il y a des terroirs qui existent, il y a des patrimoines qui existent, ça c'est sensible. Alors que ce livre aussi, c'est un livre de recettes, disons, créatives. Quelque part, je dis souvent à mes enfants que personne ne peut venir me dire que ma recette est nulle. C'est moi qui ai fait ma recette. Je l'ai créée. Oui, parce qu'il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Il n'a qu'à essayer la recette. Moi, je l'ai déjà faite plusieurs fois. Mais il ne peut pas venir me dire que non, ce n'est pas comme ça qu'on fait cette recette dans le Morbihan ou à Djebalé ou je ne sais pas, à Tchang. Non. Alors que les recettes traditionnelles, ce n'est pas pareil. Il faut vraiment faire très attention. C'est un vrai travail d'anthropologie, d'histoire, de géographie, de plein de choses. Plein de choses. Oui. J'espère que tu nous sortiras ce livre sur les recettes traditionnelles, hein, parce que quand on échange avec toi, mais on se rend compte de l'étendue des connaissances qu'il faut avoir pour sortir un produit comme celui-là. Donc, si on veut travailler, hein, parce qu'on peut aussi se décider à prendre sa plume et dire ouais, telle recette traditionnelle, on écrit n'importe quoi dessus. Hein, voilà. C'est vrai. Pendant temps, j'ai voulu aller jusqu'au bout de l'idée du livre. Les choses, voilà, j'ai commencé à fouiller aussi, on fouille sur Internet. Voilà, qu'est-ce qui est le plus important dans un livre? C'était, bon, en dehors de l'idée, ok, en dehors des textes, ok. En fait, quand je dis ok, c'est des choses dont je m'occupe, en fait. En dehors des photos, ok, c'était la partie graphique, toute la beauté du livre, toute la compartimentation, je veux dire. Ça, c'est la poète qui parle, la compartimentation. Et après, maintenant, l'impression, l'objet du livre. Donc, je ne suis pas imprimeur, je ne suis pas graphiste. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je cherche ces deux-là. Voilà. J'ai d'abord commencé par chercher graphistes.com partout. Hein.
Donc, j'ai vu des gens qui m'ont fait des propositions, elles n'étaient pas chères du tout. On m'a fait des propos, j'ai donné 4 feuillets, on m'a rendu les feuillets, je n'ai pas trouvé ça beau du tout. J'ai dit, OK, c'est pas cher, j'ai pas d'argent, mais c'est pas comme ça que je vends mon livre, c'était pas beau. Et je ne sais pas, je pense que je discutais un jour avec une dame qui a une agence de com, et je lui ai dit que je suis en train de chercher des graphistes. Elle me dit, ah bon, des graphistes? Quand tu t'es pas adressé à moi, je lui dis, c'est ton travail. Elle me dit, mais oui, j'ai une agence de com, j'ai une directrice artistique qui est très douée. Je dis, mais c'est pour faire un livre. Elle dit, on n'a jamais fait de livre, mais c'est ton livre à toi. J'ai dit, oui, là, c'est ton livre à toi, je sais ce que tu fais, j'aime ton univers. OK, je veux qu'on travaille ensemble. J'ai dit, mais fais-moi un devis. Attends, agence, dans les beaux quartiers, travailler avec de grandes boîtes, tout ça, moi, je n'ai pas les moyens. Oui. Donc, fais-moi une proposition. Elle m'a fait une proposition qui était au-delà de ce que je pouvais payer. On est arrivé à un compromis parce qu'elle a dit, c'est notre premier livre, on voudrait vraiment faire ce livre avec toi. C'est notre premier livre. Ton idée, tu me l'as expliqué, ça, je sens, c'est un livre innovant, je n'ai pas l'habitude d'un livre de livre. Déjà, je n'ai jamais fait de livre, mais je n'ai jamais lu un livre comme celui dont tu es en train de me parler, je voudrais le faire. Mais on est arrivé, voilà, chacune a fait un pas vers l'autre. Vers l'autre, oui. On puisse travailler ensemble, parce que honnêtement, ça fait aussi chaud au cœur que quelqu'un vous dise, je veux faire le livre, je veux faire ton livre. Oui, et la personne croit au projet. Je veux que tu travailles avec moi. Voilà. La première remarque, franchement, que les gens me font, même quand je suis partie à la FNAC, la première fois présenter mon livre, c'est la beauté du livre. C'est la première remarque qu'on me fait. On me dit que ton livre est beau. Oui. C'est un beau livre. On parle de la forme, hein? Oui. On parle de la forme du livre. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un beau livre. La forme du livre. Oui. Et j'avoue que j'ai aimé travailler avec cette agence parce que j'ai expliqué à peu près l'univers que je voulais. Et je trouve qu'elles se sont appropriées, bon, c'était surtout des femmes, elles se sont appropriées l'univers et elles sont allées même au-delà de mes espérances. Surtout que si j'avais déjà eu des devis et des propositions que je ne trouvais pas belles, c'est pas tellement du fait de cette personne-là seulement. C'était aussi parce que j'avais pris mes photos pour le blog. Les photos que j'avais prises, c'était les photos du blog. Oui. C'était pas des photos que j'avais réalisées en me disant, ça, c'est pour un livre. Oui. Non. Pour le blog, et de façon horizontale. En général, il y a beaucoup de photos de livres de cuisine qui sont verticales. Oui. Ça rentre dans une page. Moi, c'était plutôt horizontal. Oui. Donc, elles ont dû, franchement, se batailler. Elles ont beaucoup travaillé pour que les photos qui n'étaient pas faites spécialement pour un livre soient quand même gourmandes. Oui. Jusqu'à ce qu'elles étalent ça, en fait, sur 2 pages. Sur 2 pages, tout à fait. Tout à fait. Pages. C'est vrai qu'au départ, elles-mêmes, elles étaient un peu troublées parce que les photos étaient comment dire, large, extra large. Oui. Voilà. Et depuis 3-4 ans, on est plutôt au minimalisme des photos et parfois même dans des livres de cuisine, dans des blogs et tout, parfois tu n'arrives même pas à distinguer le produit dans l'assiette. Il faut agrandir. C'est fait tout petit, c'est fait tout mignon. Et moi, j'étais là avec des photos qu'on avait été obligés d'agrandir encore plus que ce qu'elles étaient. Elles étaient déjà bien grandes. Au départ, elles m'ont dit, on se demande si tu ne vas pas refaire de photos. J'ai dit, niet. Elles ont dit, OK, on va travailler avec ce qu'on a. Et quand elles m'ont fait la première maquette, j'ai quand même voulu me rassurer, même si on était comme je savais que je ne changerais pas, mais je voulais quand même entendre le son de cloche des gens, d'inconnus. Ce qui est important aussi. Elles m'ont sorti des maquettes, je suis allée dans le métro. J'ai commencé à poser des questions aux gens. Donc, je prenais le métro et je disais « Bonjour, je m'appelle Nathalie, je vais sortir mon premier livre. Regardez la maquette du livre. Est-ce que les photos, pour vous, ça va ?» C'est pas vrai. Dans le métro? Dans le métro. Ah non, les gens sont bienveillants. Hein. Les gens ils répondaient. « Ah, c'est votre livre. Ah, OK. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que la photo, là, par exemple, qui est là,
elle n'est pas trop envahissante parce que dans un autre livre, ce serait une belle brioche au milieu, bien jolie, bien petite comme ça. Ah oui, c'est vrai que c'est surprenant, mais pourquoi vous devez faire comme les autres? Mais c'est bien comme ça. Finalement, ça me donne faim. Pourquoi pas? Ah oui, oui, je ne m'attendais pas à ça, mais pourquoi pas? Voilà, j'ai l'impression que la nourriture m'appelle. J'avais des réponses comme ça. Donc, je notais. Donc, j'ai eu pratiquement 100% de gens qui m'ont dit oui, pourquoi pas. J'ai dit, vous pourriez acheter un livre avec des photos comme ça, vous voyez, ça prend tout. Mais oui, pourquoi pas? Ça change des photos que je vois d'habitude. Oui, pourquoi pas? OK. Mais c'est formidable, c'est formidable. Parce que ce que tu as fait là, je rappelle que tu es ingénieur marketing et communication. Pour les gens qui ne le savent pas encore, ce que tu as fait là, commercial, pardon, oui. Ce que tu as fait là, c'est mais le haut niveau d'études de marché, quoi. Franchement, il n'y a pas de meilleure étude de marché que ça. C'est-à-dire que je voulais faire une étude à la fois qualitative et quantitative, empirique sur le terrain, tout ce que tu veux. Voilà. Tu as laissé la théorie et tu es allé sur le terrain et il n'y a pas meilleur juge que le terrain. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais vraiment, bravo. Oui, mais Asel, non seulement c'est dans mon tempérament, mais n'oublie pas, tu as lu le livre, que c'était aussi un hommage à ma maman. Elle n'a pas vu mon livre. Oui. Donc, il fallait que ce soit un livre qui est beau, un livre dont elle aurait été fière, un livre qui parle d'elle, mais sans exagération. Et même si ça parle d'elle, ça parle aussi des autres. C'est quelqu'un qui avait dit que quand je parle de moi, je parle de vous. Hein. Quand je vois des gens qui m'écrivent, me dire, je n'ai pas encore fait une seule recette. Mais ça me fait chaud au cœur ce que vous avez dit, parce que j'ai perdu ma fille, mon mari, ma soeur, mon ami. Ça me touche. Ça me touche parce que quand on me dit, je vais acheter ton livre de cuisine, je dis, je n'ai pas un livre de cuisine. Oui. Voilà. Je dis déjà, il n'y a même pas de cuisine dedans. J'ai dit, mon impression de cuisine, ça perd tout le monde, mais quand on ouvre, ce n'est pas vraiment la cuisine dans ce qu'on appelle cuisine classique. Tout à fait, tout à fait. Extraordinaire. Mais vraiment, avec toi, on part, comme je l'ai dit au début, on part dans un monde, mais tellement épicé, coloré, c'est des feux d'artifice, quoi. Et je te dis merci pour ta joie de vivre, hein, qui est communicative, comment on dit, communicative, voilà, communicative. Et voilà, donc on est bientôt arrivé au terme de notre échange. Malheureusement, hein, si on aurait pu le continuer encore quelques heures avant qu'on ne se quitte, Nathalie. J'aimerais que tu me dises, ou alors que tu dises à nos éditeurs, ceux qui nous écoutent, notamment les plus jeunes, s'il y en a qui ont envie de tenter l'aventure comme toi, guidés par leur passion, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors, l'aventure du livre, l'aventure de la cuisine, l'aventure des passions. L'aventure des passions, parce que c'est un peu ce qui sera le point commun. Hein. Quelqu'un qui nous écoute peut avoir une passion sur, je ne sais pas moi, la couture, le design. Alors là, j'allais parler de ma sœur là, qui a la passion de la couture. Waouh! Ah, ça, c'est bizarre ça. Donc, celle qui me fait mes tocs, celle qui customise mes vêtements quand je fais des prestations, elle me fait des tabliers, avec qui je vais travailler donc sur la partie art de la table. C'est ma petite sœur qui a vécu donc plusieurs années en Allemagne, on l'appelle l'allemande de la famille, qui est maintenant, elle vit maintenant en France. Oui. Son métier de base, c'est traductrice anglais, français, allemand. D'accord. Et sa passion, c'est la couture. Donc, elle a pris un congé, elle va explorer cette passion-là, et après, elle fera complètement la couture, ou elle fera les deux, ou rien du tout de ça. On ne sait pas, mais au moins, elle ira jusqu'au bout de sa passion. Donc, je commence déjà par dire aux parents que, comment dire, il faut accompagner les passions des enfants.
Moi, peut-être que je suis restée passionnée par la cuisine parce que, en fait, on m'a jamais empêché de cuisiner. C'est vrai aussi que, à la décharge de nos parents, comme j'avais des facilités à l'école et que je travaillais plutôt bien, ils se disaient, bon, elle pourra faire ce qu'elle veut. Et la passion restait, du moins, la cuisine restait une passion. Bon, j'ai jamais pensé, quand j'étais plus jeune, c'était pas un métier pour moi, c'était une passion, point. Et je faisais des études pour autre chose. La même chose pour ma sœur. Donc, mais je veux dire que aujourd'hui, à l'heure où tout va vite, même très tôt, on peut encourager des passions. Oui. Ma fille, c'est le dessin. Très, très tôt, depuis qu'elle a 3 ans. Elle est en web design, c'est le dessin. C'est vrai que on aurait pu lui dire ah non, pourquoi? Parce que les gens non, ah non, elle se débrouille plutôt bien, tu sais, le dessin, web design, ça nourrit pas son homme. Non, on peut pas dire ça. Si vraiment tu es à fond dans ce que tu fais et que tu saches saisir les opportunités, bien faire ton travail, voilà, tu peux y arriver. Donc, accompagner les passions des enfants, si c'est possible. Ne pas les contrarier, si c'est possible. Oui. Ensuite, il y a une mode aujourd'hui qui est la mode de l'entrepreneuriat. Moi, j'appelle ça une mode. Parce qu'il y a des gens qui ont des passions. C'est pas parce qu'on a une passion et qu'on a un métier, à moins qu'on soit vraiment malheureux dans son travail, ça c'est autre chose. Mais quand on se sent bien dans son travail, que tout se passe bien et qu'à côté, on a une passion, maintenant, c'est à nous de voir si on transforme la passion en métier seulement et on laisse le premier ou pas, ou si on fait les deux, comme ce que je fais. Mais pour arriver à ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'ai quand même pris du temps. Oui. J'ai pris une disponibilité de mon travail salarié pour aller créer Envolée Gourmande, pour aller créer ma marque Envolée Gourmande, pour me connaître aussi moi-même. Oui. J'ai fait des incubations, j'ai discuté avec les gens et avec le temps, on voit ce qu'on aime vraiment faire. De toute façon, on le sait, mais il faut qu'à ce qu'on aime faire, à ce pour qu'on a du talent, qu'on y rajoute des compétences pour qu'après, ça devienne pratiquement une vocation, moi je dis même carrément une mission. Et il faut aussi voir en fonction de sa vie pratique, de sa vie de tous les jours. Est-ce qu'on vit en couple? Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on a des échéances financières? Il faut parler terre à terre. Il ne faut pas aller faire rêver les gens en disant « Ouais, j'ai tout laissé pour me lancer dans ceci » et qu'on n'arrive pas à payer ses factures. Oui. Oui. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Donc, on peut avoir une passion qu'on peut transformer en métier. Complètement ou à côté d'un autre métier. Mais si vous décidez de faire ça à côté de notre métier, sachez que c'est beaucoup de travail. Oui. C'est une organisation d'enfer. Oui. C'est convaincre aussi, ou peut-être pas les convaincre, mais que les gens qui vivent avec vous se rendent compte que c'est tellement grand, même pour vous, ce que vous êtes en train de faire, qu'on ne doit pas vous couper les ailes. Oui. Mais qu'en même temps, que vous ne fassiez pas comme vous étiez la vedette de la maison, parce que les gens qui sont là ont leur passion, leur métier, leur rêve aussi, leur laisse aussi un peu de place. Donc, ça veut dire que il faut réfléchir à ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, comment on veut le déployer, mais ne pas imiter les gens, parce que la mode, c'est de dire « j'ai laissé ceci, j'étais ingénieur en cela, j'étais ceci, j'ai tout laissé tomber pour faire les ongles, pour faire ci, pour faire ça, pour faire ci ». C'est bien de le dire, mais est-ce qu'on peut en vivre? Oui. Surtout dans nos pays où des fois les gens sont piliers de famille, piliers de société. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. On n'est pas là pour les autres personnes. Oui. Merci pour ces conseils qui non, certainement... Parce que des retours des fois, les gens qui me disent oui, j'ai quitté ci pour faire ça, comment on fait, j'ai pas d'argent, j'ai honte de reprendre mon travail. Les gens vont dire quels gens? C'est eux qui payent votre loyer. Et en plus, honte de reprendre un travail qui n'est pas du vol, qui n'est pas un crime, qui n'est pas... Je ne comprends pas pourquoi on aurait honte d'aller travailler normalement. Je ne comprends pas pourquoi.
Et puis, on ne quitte pas. Il y a des gens, franchement, qui sont épanouis dans leur travail. On a le droit d'aimer son travail salarié. Absolument, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, absolument. Mais merci Nathalie pour ces conseils et puis d'avoir ouvert aussi une petite porte dans ton univers artistique, de poésie et de gastronomie. Alors, avant de se quitter, j'aimerais que tu me dises s'il y a quelque chose que tu pouvais éliminer sur cette terre, qu'est-ce que ce serait? Oula! Quelque chose que je pourrais éliminer de la terre. Oui. Qu'est-ce que je ferais? Oui. Qu'est-ce que je ferais? C'est peut-être bateau, je pense les conflits armés, quoi. Mm-hmm. OK. Les conflits armés parce que on aura beau construire, on aura beau bâtir, on aura beau faire des choses, mais s'il y a des guerres et les pires des guerres, les guerres civiles, tout ce qu'on a fait par terre, parce que c'est l'occasion parfois pour certains de régler des comptes, la belle maison qu'on convoitait, la belle femme qu'on voulait, voilà, ça va dans tous les sens. Et après, ça appelle la vengeance. Et après, on s'en sort pas. Oui. C'est vraiment ça. Les conflits armés qui sont peut-être la conséquence même en amont de la convoitise. Très bien. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te contacter, Nathalie, si on a envie d'échanger avec toi? Alors, si on a envie d'échanger avec moi, on me contacte par le biais de mon blog envolégourmande.com au pluriel. Il y a mes coordonnées dessus. On peut aussi voir les prestations que je fais. Est-ce que tu peux nous rappeler ces prestations, s'il te plaît? Alors, ces prestations, donc avec le temps, j'ai développé une expertise sur les farines africaines et sur les épices aussi. Donc, je fais des prestations de consultante culinaire. Donc, je peux accompagner un restaurateur, un boulanger, quelqu'un qui veut modifier, pimper sa carte, que ce soit en France, n'importe où dans le monde, puisque maintenant, on peut aussi travailler à distance. Voilà, donc on peut faire des questions sur ces farines-là, besoin d'un accompagnement, etc. Je peux le faire, je peux créer des cartes, etc. Il y a ça. Je fais des ateliers aussi de cuisine et d'écriture. Je suis chef à domicile aussi. Voilà. Et puis, j'aimerais, je le dis clairement, j'aimerais travailler avec des écoles en France, à l'étranger, n'importe où, des écoles. J'aimerais aussi faire des recettes signatures pour des hôtels, pour des restaurants, voilà. Donc, c'est une bouteille que je lance à la mer, hein. Appelez-moi. Voilà. Vous pouvez contacter donc Nathalie Brigot-Goum. Je mettrai toutes les informations dans la description de l'épisode. La description de l'épisode, vous pouvez la trouver sur www.afrolivresque.com/podcast. Vous cliquez sur le lien de l'épisode de Nathalie et vous allez avoir la description de l'épisode avec toutes les informations, son blog, ses pages Facebook et tous les autres. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Nathalie. C'était un réel plaisir de t'avoir dans le podcast. Et reviens-nous très vite dès que tu as un nouveau projet, littéraire ou pas d'ailleurs, hein, parce que ici, c'est le salon du livre. Et tu sais quoi? Quand on va à un salon de livre, on a de tout. On a un stand de cuisine, on a un stand de discussion. Et c'est ça aussi, ce podcast. Merci beaucoup. Alors, mon prochain projet, je te le dis quand même, si je ne sais pas si je t'en avais parlé, mon prochain projet de livre, c'est spécifiquement sur la banane plantain. Dans un livre dans lequel on parlera de banane plantain. Excellent. Et j'invite aussi les gens, jusqu'à la fin du mois de juin, les gens qui aiment la banane plantain, à m'envoyer des témoignages, des histoires, une idée, quelque chose, voilà, tout ce qui les lie à la banane plantain. Comme ça, c'est des textes que je vais aussi partager dans mon livre en mettant leurs coordonnées
si ces personnes veulent, ou si leur page professionnelle ou pas. Voilà, c'est ça. Donc, je dis aux amoureux de la banane plantain ou du plantain, je précise. Ça, c'est quelqu'un m'a dit, alors, c'est le plantain mûr ou le plantain vert? Le plantain, comme on dit au Cameroun, le plantain mûr, le plantain vert. Bref, la banane, ce n'est pas le fruit. Les gens qui l'aiment, voilà, contactez-moi. Sur mes réseaux sociaux, j'en parle. Sur WhatsApp, j'en parle. Parce que mon prochain livre, ce sera sur la banane plantain. Voilà. Si vous voulez y participer. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas de contacter Nathalie pour tout ce que vous avez sur la banane plantain. Et c'est avec grand plaisir. Des témoignages, pas des recettes. Oui, pas de recettes. Évidemment, pas de recettes, oui. Des témoignages, des anecdotes, voilà. Vous contactez Nathalie et elle vous répondra certainement avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à celle. À bientôt. À bientôt. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.